Beaucoup de personnes pensent qu'aller à la selle tous les jours, ça suffit pour dire qu'on a un bon transit et on va pas chercher plus loin. Mais détrompez-vous, la fréquence, c'est qu'un indicateur parmi d'autres. Et ce qui compte vraiment, c'est le trio fréquence, consistance et effort. J'insiste sur ce point parce que c'est une des erreurs les plus fréquentes que je rencontre en consultation. Parfois, les personnes me disent non, non, mais moi ça va, je vais à la selle tous les jours, aucun problème. Et en fait, quand on creuse un peu plus, on va découvrir que ces selles ne sont pas du tout optimales comme elles le pensent et elle va avoir des selles dures, des petits billes durs comme des crottes de lapin par exemple. Ça indique que la personne est bel et bien constipée malgré des selles quotidiennes. Bienvenue dans Parlons Digestion, le podcast pour comprendre enfin ce que votre ventre essaie de vous dire. Je suis Cécile Caron, praticienne en nutrition fonctionnelle spécialisée dans le bien-être digestif. Je me suis prise de passion pour les pouvoirs extraordinaires de notre ventre et j'ai eu envie de les partager avec la moitié de la population tout de même qui souffre de maux de ventre. Alors restez avec moi pour comprendre les causes de vos troubles digestifs et comment vous en libérer, non seulement pour apaiser les ballonnements, problèmes de transit et autres joyeusetés, mais aussi pour calmer votre esprit, réduire votre stress et retrouver énergie et sérénité. Parce que non, tout ça n'est pas dans votre tête. Aujourd'hui, dans cet épisode de Parlons Digestion, on va parler d'un sujet qui est parfois un peu tabou et pourtant qui est crucial quand on parle de digestion, mais même de santé de manière générale. Ce sont les selles et notre transit. À quoi ressemblent nos selles? Comment est notre transit? Ça en dit long sur notre santé. Et pourtant, on parle rarement de ce sujet-là avec nos proches, c'est parfois un peu tabou. Et malheureusement, on ne pose plus assez de questions, c'était le cas avant, mais on ne pose plus assez de questions sur l'état des selles aux personnes qui ont des problèmes de santé, alors que leur transit reflète vraiment ce qui se passe à l'intérieur. Pour moi, les selles, le transit, c'est vraiment un miroir de ce qui se passe à l'intérieur, c'est fascinant et on peut en apprendre beaucoup juste en regardant ce qui se passe dans les toilettes. Je sais que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et de questions, puisqu'on me pose souvent des questions par rapport à ça, par rapport aux selles, par rapport au transit. Comme c'est un sujet qui est un peu tabou, on n'en parle pas autour de nous, on a souvent du mal à savoir qu'est-ce qui est la norme, à quoi devraient ressembler des selles normales et est-ce qu'elles révèlent finalement un déséquilibre digestif. Avant de plonger dans les détails, posons-nous la question fondamentale, qu'est-ce qu'un transit idéal? Alors je précise que tout le monde n'est pas d'accord sur ce sujet, en tout cas sur la fréquence, et que nous sommes tous différents, donc il y a évidemment une partie d'individualité qui compte. Comme toujours. Si après avoir écouté cet épisode, vous vous dites mais moi je comprends pas, je ne suis pas dans ce qu'on décrit comme étant la selle ou le transit idéal et pourtant je vais bien. Là, deux cas de figure s'offrent à vous. Le premier, vous êtes effectivement en pleine santé, c'est-à-dire vous n'avez aucun problème de santé. Vous n'avez pas de problème digestif, vous digérez bien, vous n'avez pas de problème de gaz, pas de ballonnement, vous êtes en pleine énergie, vous n'avez pas d'insomnie, vous dormez bien, vous êtes reposé en vous réveillant, vous n'avez pas de problème de peau, pas de douleur articulaire, pas de migraine, pas de cheveux qui tombent, pas de problèmes hormonaux, pas de syndrome prémenstruel pour les femmes ou de règles hyper douloureuses. Bref, vous êtes vraiment en pleine santé et vous êtes peut-être l'exception qui confirme la règle. Deuxième cas de figure, vous pensez être en pleine santé, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Vous avez l'un des problèmes que j'ai cités au-dessus et que l'on prend aujourd'hui comme normal. On considère ça comme normal d'être fatigué, d'avoir un peu des douleurs pendant les règles pour les femmes, ou de perdre ses cheveux, ou de pas être reposé le matin quand on se réveille, d'avoir des insomnies, etc. Ce n'est pas une santé optimale. Dans ce cas-là, si vos selles ou votre transit ne sont pas considérés comme idéal, en tout cas ce que je vais décrire comme idéal dans la suite de l'épisode, c'est peut-être que ça reflète un problème de santé que vous n'avez pas encore identifié, vous pensiez que c'était normal, ou vous l'avez mis un peu sous le tapis pour l'instant parce que ça vous gênait pas plus que ça et vous n'aviez pas vraiment envie de vous en occuper. Mais dans ce cas-là, vos selles pourraient bien être un indice précieux et vous indiquer qu'il y a quelque chose qui commence à dysfonctionner. Ceci étant dit, beaucoup de personnes pensent qu'aller à la selle tous les jours, ça suffit pour dire qu'on a un bon transit et on va pas chercher plus loin. Mais détrompez-vous, la fréquence, c'est qu'un indicateur parmi d'autres et ce qui compte vraiment, c'est le trio fréquence, consistance et effort. Pour ce qui est de la fréquence, idéalement, on devrait aller à la selle au moins une fois par jour, voire 2 ou 3 fois. L'objectif est simple, c'est vraiment de faire circuler les matières. Donc imaginez une rivière. Si l'eau stagne, les déchets vont s'accumuler. C'est pareil dans notre système digestif. Si ça stagne, ça fermente, ça va putréfier, ça crée des gaz, des ballonnements, ça crée de l'inflammation au niveau digestif, au niveau intestinal, et ça perturbe notre microbiote. Et ensuite, c'est la cascade, le cercle vicieux. Mais comme je disais tout à l'heure, c'est le point crucial, aller à la selle tous les jours ne garantit pas que vous n'êtes pas constipé ou que vous n'avez pas un problème de transit. J'insiste sur ce point parce que c'est une des erreurs les plus fréquentes que je rencontre en consultation. Quand je pose un peu plus de questions en consultation sur les selles, sur le transit,
Parfois, les personnes me disent: «Non, non, mais moi ça va, je vais à la selle tous les jours, aucun problème». Et en fait, quand on creuse un peu plus, on va découvrir que, ces selles ne sont pas du tout optimales comme elles le pensent et elle va avoir des selles, dures, des petites billes dures comme des crottes de lapin, par exemple. Ça indique que la personne est bel et bien constipée malgré des selles quotidiennes. Et comme je le disais, la constipation ne se définit pas que par la fréquence, mais surtout, je dirais, par la consistance et la difficulté ou la facilité d'évacuation. Un des outils qui est précieux pour décoder notre transit et nos selles, c'est l'échelle de Bristol que j'adore et que j'utilise tout le temps. L'échelle de Bristol, vous la connaissez peut-être, c'est une échelle qui a été développée par des chercheurs de l'université de Bristol, sans surprise, au Royaume-Uni, et c'est un outil médical qui classe les selles en 7 types, en fonction de leur forme et de leur consistance. Alors on va décrypter ça ensemble rapidement. Les types vont des selles les plus dures, donc les plus constipées, aux selles les plus molles, qui sont considérées comme de la diarrhée. Les selles de type 1 sont des selles, des petites billes dures, qui sont séparées vraiment comme des petites noisettes, des crottes de lapin. Elles vont être difficiles à évacuer. C'est le signe qu'il y a une constipation sévère. Les selles ont passé beaucoup trop de temps dans le côlon et l'eau a été réabsorbée en excès, puisque c'est le rôle du côlon, un des rôles en tout cas, de réabsorber l'eau, et ça va les rendre extrêmement sèches et dures. Le type 2, qui est un peu moins constipé évidemment, on descend l'échelle, c'est la saucisse grumeleuse. Là, c'est une selle en forme de saucisse, mais qui va être grumeleuse avec une surface irrégulière et bosselée. C'est encore de la constipation, même si elle est moins sévère que le type 1. Et là encore, ça indique que les selles ont passé trop de temps dans le côlon et qu'elles manquent d'hydratation. Beaucoup de personnes pensent que parce que ce sont des selles qui sont en forme de saucisse, c'est normal, mais non, ça veut quand même dire qu'il y a une forme de constipation. Le type 3, c'est les selles qui sont en forme de saucisse mais avec des fissures ou des craquelures à la surface. Là, vous êtes à la limite de la constipation et les fissures indiquent encore une fois un manque d'hydratation. Le type 4, c'est vraiment le type idéal, c'est le perfect, c'est celui qu'on cherche. C'est une selle en forme de saucisse ou de banane qui est lisse et qui est facile à évacuer. On va en parler juste après. Ce type 4, il indique que vos selles ont passé le temps optimal dans le côlon, elles sont bien hydratées, bien formées, elles s'évacuent sans effort. C'est vraiment le type qu'on recherche. Donc quand vous avez ce type de selle le matin, le perfect, votre journée commence bien. Ensuite, le type 5, là on se rapproche de ce qui est considéré comme de la diarrhée, en tout cas des selles trop molles. C'est des morceaux qui vont être mous, avec des bords nets, faciles à évacuer. C'est le signe que le transit est un peu trop rapide. Type 6, ce sont les selles vraiment pâteuses. Alors là, ça peut être des morceaux mous et pâteux avec des bords irréguliers, mais ça peut être aussi des selles type purée ou bouse de vache. Là, c'est vraiment une diarrhée légère. Et le type 7, enfin, c'est la diarrhée liquide. Là, c'est complètement liquide, sans morceaux solides. C'est une diarrhée qui est aiguë. Le système digestif, il évacue tout très rapidement, souvent en réponse à une infection, une intoxication alimentaire ou une forte inflammation. Et évidemment, là, si ça dure plus de 48 heures, il faut vraiment consulter pour éviter la déshydratation. Normalement, c'est assez passager, mais il faut être vigilant par rapport à ça. Alors, si on récapitule l'échelle de Bristol, on a les types 1, 2 et 3 qui sont plutôt des formes de constipation. Le type 4, c'est notre objectif. Et le type 5, 6 et 7, ça indique un transit qui est trop rapide. Là, on voit qu'avec cette échelle de Bristol, on peut aller à la selle tous les jours, tous les matins par exemple, être très régulier. Par contre, avoir des selles de type 2 ou de type 1, et c'est vraiment une forme de constipation. Comme je l'ai mentionné tout à l'heure, au-delà de la forme, il y a aussi d'autres aspects, d'autres facteurs à prendre en compte, notamment celui de l'effort à fournir pour évacuer les selles. Par exemple, si on doit fournir un effort excessif, si on doit pousser, forcer, c'est un signe fort de constipation. Aussi, le temps passé aux toilettes, ça peut être un signe. Normalement, vous devez avoir une envie d'évacuer les selles, vous y allez, ça prend quelques minutes à peine et vous repartez. On va reparler tout à l'heure exactement du type idéal. Mais si vous devez rester 15 à 20 minutes assis sur les toilettes en attendant qu'il y ait quelque chose qui se passe, vraiment, c'est pas normal. Aussi, ça peut être associé à ça parce que parfois on a des selles qui viennent, mais on a une sensation d'évacuation incomplète. Ça, si vous sentez que vous avez terminé, mais finalement vous avez toujours l'impression qu'il y a quelque chose à évacuer qui reste, c'est aussi un signe de constipation. Et dernier type qui peut être trompeur, dernier cas de figure que je voulais mentionner. Alors, je parle beaucoup plus de la constipation parce qu'en général, elle passe plus inaperçue. Parfois, certaines personnes ne se rendent pas compte qu'elles sont constipées alors que c'est le cas et que ça peut être problématique au niveau de leur santé. La diarrhée, en général, c'est plus facilement identifiable. Mais il y a le cas d'une fausse diarrhée. C'est un phénomène assez trompeur, c'est-à-dire qu'il y a du liquide qui va passer autour des selles qui sont bloquées dans le côlon et qui sont de la constipation, et on pense avoir la diarrhée. En fait, en réalité, c'est plutôt une constipation sous-jacente, et c'est ce qu'on va appeler la fausse diarrhée de constipation. Ça, c'est assez fréquent aussi. Maintenant, l'autre aspect qui est important à prendre en compte, c'est la couleur des selles.
Normalement, nos selles devraient être marron, plus ou moins clair, en tout cas un marron un peu carton, je dirais. C'est la bile qui est produite par notre foie, puis stockée dans notre vésicule biliaire, qui va donner cette couleur marron aux selles. Alors évidemment, ça peut varier en fonction de ce qu'on mange. Si on mange des betteraves, du chocolat, des myrtilles, etc., ça va plutôt donner une couleur plus foncée, plus marron foncé à nos selles. Si on mange plus d'épinards, de blettes, etc., on va avoir une couleur plus verte. Mais ce qui est important, c'est pas les variations ponctuelles. Un jour, vous remarquez que c'est pas comme d'habitude, ça, c'est pas très grave. Mais si vous remarquez que vos selles sont constamment d'une couleur différente, et on va parler des différentes couleurs, c'est là où il faut aller voir ce qui se passe. Par exemple, vous avez des selles qui sont très claires, voire blanches. Ça, c'est généralement un problème qui est lié au foie, à la vésicule biliaire. Si votre bile ne s'écoule pas correctement, les selles vont perdre leur couleur brune qui teinte normalement les selles. Et là, il faut quand même aller consulter rapidement puisque ça peut être une obstruction des voies biliaires et ça peut, se transformer en crise aiguë, donc consultez rapidement. Si vous remarquez une couleur rouge, alors c'est peut-être causé par, la consommation de betteraves ou de fruits rouges et cetera. Bon, dans ce cas-là, c'est bénin, mais ça peut aussi signaler un saignement au niveau du côlon. Si, le sang ne semble pas mélangé au sel, qu'il est plutôt rouge vif, ça veut dire en général que c'est plutôt des hémorroïdes ou des fissures anales. Alors c'est en général bénin puisque c'est produit assez bas dans le côlon, plutôt vers la sortie. Mais dans tous les cas, si vous observez du sang dans les selles, consultez également votre médecin. Si vous remarquez des selles beaucoup plus foncées, presque qui tirent sur le noir, si vous avez mangé évidemment du boudin, des myrtilles, beaucoup de chocolat ou vous supplémentez en fer, bon, ça peut teinter vos selles et leur donner une couleur beaucoup plus foncée. Mais si ce n'est pas dû à votre alimentation, là, encore une fois, il faut consulter parce que ça peut indiquer des petits saignements occultes, c'est-à-dire qu'on on les voit pas, mais ils se situent plus haut dans le système digestif, notamment au niveau de l'estomac ou de l'intestin grêle par exemple. Donc là, pareil, consultez votre médecin. Et si vous remarquez une couleur verte, là, souvent, c'est associé à une consommation élevée de légumes verts, comme je le disais, épinards, choux, etc. Ou ça peut être un transit qui est un peu trop rapide aussi. On arrive maintenant à la consistance des selles. Tout à l'heure, on parlait de la forme, puis de la couleur. La consistance est aussi importante et elle indique beaucoup de choses sur notre capacité digestive. Par exemple, des selles qui flottent, c'est un signe de selles grasses et donc de mauvaise absorption des graisses. Ça peut indiquer que notre foie, notre vésicule biliaire ou notre pancréas fait pas correctement son travail. Ça peut aussi indiquer un manque d'enzymes digestives. Si vos selles sont collantes ou difficiles à faire partir avec la chasse d'eau, c'est aussi un signe de selles grasses et donc de problèmes d'absorption des matières grasses en général. Les selles collantes sont assez faciles à identifier puisqu'elles vont tacher la paroi des toilettes et aussi quand vous allez vous essuyer, c'est sans fin, vous n'allez pas y arriver. Maintenant, dernier critère qu'on peut prendre en compte, en tout cas auquel j'ai pensé pour cet épisode, c'est l'odeur. Les sels, évidemment, ça sent pas la rose, c'est normal, mais ça doit pas avoir une odeur qui est très forte, une odeur âcre qui vraiment nous oblige absolument à ouvrir la fenêtre. En résumé, quels sont les sels idéales que l'on cherche? C'est des sels qui vont être quotidiennes, voire plusieurs fois par jour, pas de problème, à partir du moment où elles respectent aussi les autres critères. C'est-à-dire que si vous allez aux toilettes 3-4 fois par jour, mais en fait vous avez des sels molles type diarrhée, bon, là, c'est pas OK. Alors certes, vous évacuez, mais vous évacuez beaucoup trop. En général, vous n'absorbez pas bien, vous fixez pas, c'est inflammé, etc. C'est des selles qui vont être moulées de type 4 sur l'échelle de Bristol, on l'a vu, et qui ne sont pas particulièrement odorantes, qui ne collent pas non plus, ni à la cuvette, ni au papier, qui coulent aussi dans les toilettes, et pour lesquelles on n'a pas besoin de s'essuyer non plus pendant des heures. Si on s'essuie avec un timbre-poste, c'est parfait. Et aussi des selles qu'on évacue rapidement sans devoir pousser, ni rester des heures sur les toilettes. Voilà, maintenant vous connaissez, le transit ou les selles idéales de type 4. Maintenant, si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, et il y a de fortes chances que vous ne le soyez pas si vous écoutez Parlons Digestion, puisque vous cherchez en général des solutions à vos problèmes digestifs. Si vous n'êtes pas dans cet idéal-là, on va parler maintenant dans cette deuxième partie des causes qui peuvent vous éloigner de ce type idéal de sel. Parce que comprendre la cause, vous le savez, dans l'approche fonctionnelle, c'est vraiment la clé pour agir efficacement et durablement. Si vous avez identifié que vous aviez des selles plutôt dures, type constipation, donc type 1, 2 ou 3 sur l'échelle de Bristol, il y a plusieurs causes fonctionnelles, on va dire, qui peuvent expliquer ça. Premièrement, c'est aller voir ce qui se passe au niveau du microbiote. En général, là, on a déjà une partie de la réponse. Si au niveau de votre microbiote, vous avez trop de micro-organismes qui produisent du gaz méthane, c'est ce qu'on appelle des méthanogènes, ce gaz-là, il est constipant, il va ralentir la motilité intestinale. Donc plus vous avez de méthane, plus votre transit est lent et plus vos selles deviennent dures et sèches.
Deuxième déséquilibre auquel je pense, au niveau du microbiote qui peut ralentir votre transit, c'est aussi tout ce qui est surpopulation de levures ou de champignons. Donc c'est d'autres types de micro-organismes qu'on a naturellement dans notre microbiote, mais quand ils prolifèrent trop, là, dans ce cas de figure, c'est ce qu'on appelle la candidose en général, ça peut aussi créer de la constipation chez certaines personnes. La candidose peut créer une alternance de constipation-diarrhée, mais chez certaines personnes, ça va être plutôt de la constipation. D'ailleurs, c'est plutôt ce que je remarque moi en consultation. Et chez d'autres personnes, ça peut créer des selles beaucoup plus molles. Troisième cause à aller investiguer, c'est le fonctionnement du foie, de la vésicule biliaire. La bile, comme je le disais tout à l'heure, déjà, bon, elle teinte nos selles, mais au-delà de ça, elle va jouer un rôle essentiel dans la digestion des graisses. Donc, si vous remarquez que vos selles flottent ou qu'elles sont très grasses, qu'elles tâchent en fait, c'est probablement qu'il y a un problème d'absorption des graisses et donc ça peut venir d'un problème de bile. Mais la bile, elle agit aussi comme un lubrifiant naturel, ce qui va lubrifier nos intestins pour que nos selles avancent correctement. Et elle va aussi avoir un effet un peu désinfectant en quelque sorte de notre microbiote. Elle va permettre à notre microbiote de rester équilibré. En tout cas, c'est un facteur d'un microbiote équilibré. Donc si votre foie est surchargé ou que votre vésicule biliaire ne libère pas correctement ou suffisamment de bile, vous pouvez avoir des micro-organismes qui vont proliférer et qui peuvent ensuite, comme je le disais tout à l'heure, juste avant, produire des gaz qui vont être plutôt constipants, ralentir le transit, etc. Et ce problème de bile, c'est souvent une cause qui est négligée dans les cas de constipation. Ensuite, quatrième cause, c'est un manque d'enzymes pancréatiques. Là, si le pancréas ne produit pas suffisamment d'enzymes qui aident à décomposer les aliments, la digestion va être incomplète et ça peut ralentir le transit, ça peut perturber le microbiote, ça peut créer de l'inflammation locale, etc. Et dernier cas de figure que je voulais évoquer en cas de selles trop sèches de constipation, c'est si votre système nerveux il est dérégulé. C'est-à-dire si vous passez trop de temps dans un état d'insécurité, vous êtes en mode stress, donc combat ou fuite par exemple, votre système nerveux sympathique est trop activé par rapport à votre système nerveux parasympathique et votre digestion, si je schématise vraiment, votre digestion va être mise en pause parce que quand vous êtes dans un état d'insécurité, vous risquez d'être attaqué, en tout cas c'est ce que votre système nerveux pense, la digestion n'est pas du tout la priorité. Dans ces cas-là, votre motilité intestinale et votre transit vont ralentir. Maintenant, si vous avez des selles trop molles, au contraire, de type 5, 6 ou 7 sur l'échelle de Bristol, j'ai listé quelques causes probables. Toujours au niveau du microbiote, vous pouvez avoir à l'inverse trop de bactéries qui produisent un autre gaz. Tout à l'heure, on parlait du méthane qui était plutôt constipant. Là, ça peut être des bactéries, des micro-organismes qui produisent beaucoup trop d'hydrogène. Et ce gaz a plutôt un effet accélérateur sur le transit. Donc, ça peut provoquer des selles molles ou liquides, souvent accompagnées de ballonnements et de gaz. Deuxième cas de figure, vous avez une inflammation intestinale locale. Troisième cas de figure, vous avez des intolérances alimentaires que vous n'avez pas identifiées. Donc, par exemple, quand vous mangez ces aliments-là, que vous ne digérez pas bien, finalement, ça a créé une réaction inflammatoire qui va accélérer le transit. Et je reviens, dernier point, au système nerveux, puisque comme dans le cas de la constipation, un système nerveux qui est en hypervigilance, en stress, peut aussi avoir comme conséquence des selles beaucoup trop molles. Un stress chronique ou de l'anxiété, ça peut accélérer le transit. Ça vous est certainement arrivé. Si vous êtes du genre à avoir de la diarrhée émotionnelle avant un événement stressant, c'est votre système nerveux qui influence directement votre transit. Comme on peut le voir, tout est lié, comme d'habitude, et ce qu'il faut retenir, c'est que vos selles sont le reflet d'un système complexe qui implique le microbiote, le foie, la vésicule biliaire, le pancréas, l'inflammation intestinale, les intolérances alimentaires, votre système nerveux, et bref, tous les autres systèmes aussi, tout ce qui est hormonal, etc. Je ne l'ai pas évoqué directement dans cet épisode, mais ça a aussi évidemment un lien sur votre système digestif, puisque tout est interconnecté. C'est pour ça qu'il est crucial de ne pas juste adresser le symptôme, c'est-à-dire la constipation ou la diarrhée, mais vraiment d'aller identifier et de corriger la cause profonde. Et c'est exactement ça qu'on fait dans l'approche fonctionnelle et ce que je fais avec mes clients en consultation. Maintenant qu'on a vu les causes possibles ensemble, je voulais évoquer dans cette dernière partie quelles pourraient être les solutions pour retrouver un transit idéal. Alors, vous avez déjà certainement entendu 1000 fois les conseils classiques de boire de l'eau, manger plus de fibres, de bouger, de réduire votre stress, etc. Donc, je ne vais pas vous faire l'affront de les répéter une énième fois. Évidemment, c'est la base, c'est capital, on est d'accord, mais si vous êtes là et que vous écoutez Parlons Digestion, c'est certainement que vous avez déjà entendu 1000 fois ces conseils-là, vous n'en pouvez plus et que vous n'avez finalement pas encore trouvé la cause profonde de vos problèmes digestifs. Alors, si vous veniez me voir en consultation avec des problèmes de selles, de transit,
quels pourraient être les axes sur lesquels on pourrait travailler? Évidemment, c'est des exemples et c'est en tout cas, j'ai pris ceux sur lesquels je travaille le plus fréquemment avec mes clients, puisque je ne vous ai pas en face de moi, donc je ne sais pas exactement quel est votre déséquilibre. Mais en gros, sur quoi je travaille avec mes clients quand il y a ces problèmes-là? Premièrement, c'est soutenir le foie, la vésicule biliaire et le pancréas. Comme je l'ai dit, si vos selles sont grasses, flottantes, de type 1, 2 ou 3, il y a de fortes chances que votre foie ou votre vésicule biliaire ait besoin de soutien. Donc là, on va travailler à optimiser la production et l'écoulement de la bile et à soutenir la production d'enzymes pancréatiques pour que la digestion se fasse correctement, que vous puissiez dégrader correctement les nutriments que vous mangez. Deuxième axe, et c'est un point crucial, j'aurais même dû le mettre en premier. Bon, j'ai pas classé ça par échelle d'importance. Deuxième axe, c'est évidemment aller voir ce qui se passe au niveau du microbiote intestinal et rééquilibrer le microbiote. Comme je le disais, si vous avez trop de méthane, trop d'hydrogène, vous avez un SIBO, une candidose, etc., il faut identifier quel type de dysbiose vous avez, quel type de déséquilibre pour rééquilibrer de manière ciblée, pas avec des probiotiques au hasard comme on le fait parfois. Troisième point, c'est d'identifier si vous avez des intolérances alimentaires. Vous avez peut-être des intolérances cachées que vous n'avez pas encore identifiées et qui contribuent à vos problèmes digestifs, à vos problèmes de transit, comme je l'ai évoqué juste avant. Quatrième point, c'est d'aller voir ce qui se passe au niveau de votre thyroïde. C'est souvent un axe qui est ignoré quand on a des problèmes digestifs. Et pourtant, il faut savoir que si votre thyroïde est trop lente, ça peut créer de la constipation et ça va ralentir toute la digestion. Au contraire, si elle est trop rapide, ça va accélérer votre transit. Vous n'allez pas bien absorber ce que vous mangez et vous risquez d'avoir des selles plus molles, voire de la diarrhée. Donc, retenez ça, je ne vais pas rentrer dans les détails dans cet épisode de l'impact d'une thyroïde qui dysfonctionne sur la digestion, je l'aborderai dans un autre épisode, mais retenez en tout cas que c'est aussi un axe qui est important. Et cinquième axe que je voulais aborder qui me paraît important, c'est évidemment le système nerveux, parce que si vous avez beau manger parfaitement, en tout cas parfaitement sur le papier, prendre tous les compléments du monde, si votre système nerveux il est dérégulé, votre transit il va jamais être complètement optimal. Alors le système nerveux, c'est un travail de longue haleine, hein. Comme je le disais avant, le stress chronique, l'hypervigilance, les tensions émotionnelles qui sont pas traitées, tout ça, ça va influencer directement la motilité intestinale, l'absorption correcte des nutriments. Et c'est pour ça que ça me paraît vraiment capital et que j'intègre ce travail sur le système nerveux dans mes accompagnements. Évidemment, tout ça, ce sont des exemples puisque chacun est différent, donc il va falloir personnaliser. En tout cas, un conseil actionnable que je peux vous donner dès maintenant pour améliorer votre transit, c'est d'améliorer votre posture aux toilettes. Si vous utilisez un petit tabouret physiologique ou un petit marchepied pour surélever vos pieds, ça va redresser l'angle anorectal et ça va faciliter l'évacuation des selles. Finalement, c'est simple, c'est peu coûteux, c'est facile à mettre en place et ça peut faire vraiment la différence, surtout si vous êtes constipé. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Alors, si vous avez identifié aujourd'hui que votre transit n'est peut-être pas si bien que ça, ce n'est pas une fatalité. Comme vous l'avez vu, il y a des causes profondes à identifier et à aller adresser pour trouver des solutions durables. Si vous avez envie qu'on aille explorer ces causes ensemble et qu'on trouve les solutions qui sont adaptées à votre problématique, vous pouvez réserver un appel de 30 minutes avec moi pour voir si l'accompagnement que je propose, c'est la solution qui vous convient. Sinon, vous pouvez aussi profiter de toutes les ressources gratuites que je mets à disposition, que ce soit toutes les publications que j'ai faites depuis des années sur Instagram, mais aussi des ressources gratuites comme le quiz gratuit que j'ai créé sur les gaz et les ballonnements pour vous aider à identifier la cause la plus probable de vos gaz et de vos ballonnements aujourd'hui, qui sont souvent liés aussi à un dérèglement du transit. Et si vous pensez que cet épisode pourrait être utile à une personne de votre entourage qui rencontre régulièrement des problèmes de transit, de digestion, peut-être qu'il vous l'a confié un petit peu à demi-mot, n'hésitez pas à lui envoyer cet épisode, il pourra l'aider à mettre déjà de la lumière sur tout ça. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de Parlons Digestion.